La critique se poursuit et nous parlons maintenant de séries. En studio avec moi, Sarah Hiller-Meyer, commissaire d'exposition et critique d'art. Et depuis chez lui, Olivier Joyard, critique et réalisateur de documentaires. Dans quelques instants, nous parlerons de la saison 4 de Fargo. Mais tout de suite, Le Jeu de la Dame sur Netflix, créé par Scott Frank et Alan Scott. Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. You're an orphan, Beth. I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares. Well, creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter, genius and madness. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world when you don't love me anymore? La dame du jeu, c'est Elizabeth Harmon. Au début du premier épisode, on la découvre rousse et pâle. Elle est en gueule de bois dans la suite d'un hôtel parisien. On frappe à la porte, elle est en retard. Elle enfile une robe, elle dégringole les escaliers, ouvre une porte. Les flashs crépitent. Elle s'avance, le regard un peu vitreux, serre la main d'un homme qui a 2 fois son âge et s'assied en face de lui, entre deux, le plateau d'un jeu d'échecs. Nous sommes en 1967. Elisabeth joue contre le champion soviétique et le jeu de la dame nous raconte en 7 épisodes comment elle en est arrivée là. Olivier Joyard, votre premier regard sur le jeu de la dame, cette mini-série Netflix. J'ai découvert avec un tout petit peu de décalage par rapport à cette idée que tout le monde parle en ce moment. En fait, il y a quand même quelques séries chaque année qui crèvent l'écran, je dirais, et celle-ci en fait partie. Et moi, ça nourrit un certain soupçon, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à la regarder en me demandant, et même à l'aimer, en me demandant, est-ce que je l'aime parce qu'elle me console de l'ennui confiné actuel? Je pense notre rapport aux séries est en train un peu de changer. C'est-à-dire qu'on a besoin encore plus d'une forme de consolation. Et celle-ci coche à peu près toutes les cases. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer au-delà de la séduction évidente et énorme qui est de, en gros, s'intéresser aux échecs alors qu'on est comme moi, quelqu'un qui n'a pas pratiqué ce jeu. Beaucoup de gens jouent aux échecs, mais peu de gens en connaissent les subtilités du haut niveau. Donc c'est un peu comme quand on regardait à la Maison Blanche sur la politique avec des espèces... On se passionnait pendant un épisode pour des lois, des trucs très très étranges. Donc là, moi, j'ai pris un plaisir assez basique devant la série pour son côté success story, enfin vraiment l'histoire, cette ascension d'un corps qui ne devrait pas appartenir au camp des vainqueurs, hein, parce que c'est une petite fille, on la rencontre comme ça, orpheline, qui va révéler son très très grand talent. Il y a presque un côté mythologique qui m'a, comme la fiction américaine, c'est très très bien les mettre en scène. Ça m'a même fait penser, c'est un peu bizarre d'ailleurs, à Rocky, quoi. Enfin, bon, Rocky, c'est un peu le loser de Philadelphie, de la classe ouvrière, qui arrive au sommet de la boxe mondiale. Bah là, en fait, il y a quand même quelques petites similarités dans cet esprit-là, même si l'enveloppe n'est évidemment pas du tout la même. Mais bon, elle affronte des méchants, comme dans Rocky IV, des Russes, quoi, à un moment au fil de la saison. Donc voilà, déjà, je me suis... c'est-à-dire que j'ai du mal à crier au chef-d'œuvre directement, mais ça m'a
assez galvanisé, quoi. C'est très étrange de se dire qu'on est galvanisé par des échecs et un jeu qui est d'abord un jeu cérébral, d'attente, de silence même. Voilà, c'est vraiment cette partie-là, moi, qui m'a intéressé. C'est-à-dire que, en gros, dans la bande-annonce que vous passiez tout à l'heure, il y a un moment, on parle de génie et de folie. Comme quoi les deux seraient liés, qui est un peu disons, le cliché des grands artistes. Moi, c'est clairement le côté génie qui m'a plus intéressé dans la série. C'est-à-dire la façon dont elle est mise en scène. On voit donc cette jeune femme, puis cette femme fragile, en proie à l'alcool. Du point de vue sentimental, elle ne se débrouille pas très bien non plus. Ça, je l'ai déjà vu. On va y revenir sur Ouais. peut-être la construction ensuite du personnage féminin. Sarah Hiller-Meyer, votre regard sur le jeu de la dame? C'est une série que j'avais pas particulièrement envie de voir parce que à la lecture du pitch et puis au visionnage de la bande-annonce, j'avais l'impression que l'enjeu c'était surtout de produire une série un peu glamour à contre-emploi avec une femme qui joue aux échecs mais qui serait elle-même glamour et dont les addictions le seraient aussi. Donc en l'occurrence, j'ai assez vite changé d'avis déjà parce que la figure de Bess n'est jamais traitée comme je le craignais, comme un objet un peu facile de séduction qui viendrait comme ça pimenter les parties d'échecs avec ses beaux cheveux roux, sa bouche en cœur et son air un peu mutin. Non, elle est plutôt antipathique d'ailleurs comme Oui, elle est personnage. très complexe. Elle est vraiment traitée comme un sujet qui est opaque et riche de contradictions. Et puis, si j'ai changé d'avis, c'est aussi parce que ce qui se dessine entre Bess et les échecs, c'est un enjeu qui est je crois qu'on peut qualifier d'existentiel et qui consiste à se demander comment est-ce qu'on fait pour parer au vide de l'existence, à son aspect imprévisible, chaotique et aussi quand même souvent dramatique. Donc la réponse ici, évidemment, elle se trouve dans sa passion obsessionnelle pour les échecs, qui devient, on le comprend assez rapidement, un monde de substitution. On le voit parce que la série, elle se déroule pour l'essentiel, soit entre des tournois d'échecs, soit dans les espaces confinés où elle s'entraîne et où elle s'adonne à l'alcool. D'ailleurs, dans un entretien qui est intéressant avec une journaliste de Life, elle dit que c'est un univers en 64 cases qu'elle peut maîtriser, contrôler, dans lequel tout est plus ou moins prévisible. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette figure centrale, je pense, de la substitution au monde qu'est le jeu d'échecs, elle s'enchasse avec d'autres éléments du récit qui sont centraux, comme par exemple la mère adoptive, mais aussi ses addictions à l'alcool et aux anxiolytiques, qui sont toutes en fait, en quelque sorte, viennent combler un manque originel, qui je crois peut parler à tout le monde au-delà de la vie de Bess. Et peut-être juste une chose là-dessus, c'est que ce qui est étonnant, c'est que cette dimension psychologique, je trouve qu'elle a rien elle rend pas la série morbide ou plombante, puisque cette obsession chez Bess, c'est aussi une passion. On sent que dès le début, elle est habitée par le jeu, qu'elle a une forme d'urgence à jouer qu'on ressent aussi dans la réalisation qui est assez haletante, ce qui fait que, comme le disait Olivier, je trouve qu'il y a quelque chose de totalement envoûtant et enivrant à la suivre dans son ascension. On n'est jamais à distance de ce qu'elle vit, on est au contraire plongé dans son état à elle, qui est un état entêtant, ressassant et exalté aussi. Oui, précisons pour expliquer cet état psychologique que donc Bess est en effet orpheline. Il y a tout un long passage où elle est dans un orphelinat, donc elle est interprétée par une petite fille qui est d'ailleurs assez formidable, je trouve, qui fait un jeu quand même assez impressionnant et qui ensuite est adoptée et se retrouve dans le foyer de deux personnages qui sont des personnages secondaires mais qui sont très intéressants, je trouve. De manière générale, je trouve les personnages secondaires assez construits, ils existent assez forts et qui sont donc une femme et son mari, une femme qui est complètement délaissée, un peu l'archétype de la housewife, de la desperate housewife des années 50, qui est délaissée, qui est elle-même alcoolique. Et sa relation avec cette femme est assez passionnante parce que pendant plusieurs épisodes, on ne sait pas exactement de quoi elle va être faite, si elle est menaçante ou pas, on ne dira pas. Mais en tout cas, c'est assez passionnant justement ce parcours psychologique de Bess. Olivier Joyard. Ouais, on se retrouve presque dans Mad Men à ce moment-là, je trouve, avec la mère et effectivement, en gros, ce qui est un des sujets, disons, de fond de la série, c'est un commentaire, disons, sur la place sociale des femmes. Donc ça commence quand même dans les années 50, je crois, aux États-Unis, dans le Kentucky, il me semble. Donc vraiment l'Amérique profonde, dans tout ce qu'elle a de plus complexe et de plus violent envers les femmes. Et la façon dont la série résout ça est assez ouverte, je trouve, notamment parce que, alors c'est assez étrange, mais les personnages masculins, à part le père de Beth, enfin le père adoptif, sont tous assez bienveillants avec elle. Donc il y a quelque chose de vraiment... C'est comme si la série, à ce moment-là, c'est son côté presque
étrangement conte de fées. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'à la fois j'ai trouvé intéressant et qui m'a un tout petit peu mise à distance. Moi, par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce dont je parlais un peu tout à l'heure, cette histoire de filmer le génie, quoi. Qu'est-ce que c'est que le filmer le génie? Parce que c'est vraiment l'intelligence et le génie que la série essaie de filmer, parce que c'est pas vraiment le jeu d'échecs. C'est-à-dire que les échecs sont là, on les voit, mais si on comprend pas trop les stratégies, on n'en apprend pas beaucoup plus en réalité. On apprend des mots, on apprend des gestes. Et moi, j'adore dans la série la façon dont il laisse beaucoup de place aux parties en elles-mêmes. C'est-à-dire, au fil des 7 épisodes, il y a toujours des parties. C'est pas comme si on jouait dans les 2 premiers puis qu'après on passait à autre chose. Et cette alternance, par exemple, de gros plans du visage et des mains, vraiment le geste et la pensée dans leur connexion la plus fulgurantes, quoi, qui sont pour moi vraiment ces connexions étranges entre le corps et l'esprit. C'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Il me fait penser par ricochet à la figure de Mozart chez Forman, par exemple, dans Amadeus. Cette idée qu'un génie ne voit pas le monde de la même manière et peut déplier la réalité dans plein de dimensions. Je trouve ça toujours fascinant à regarder. Et de ce point de vue, le travail de l'actrice, Anna Taylor-Joy, est quand même très impressionnant parce qu'effectivement, elle donne un accès à elle-même sans se dévoiler vraiment, quoi. Donc moi, ça me... Vraiment, de ce point de vue-là, j'ai été captivé par cette irruption comme ça de l'intelligence et du génie à chaque moment dans la série. Sarah Hiller-Meyer. Bah oui, peut-être pour revenir sur les échecs, ce que je trouve quand même évidemment remarquable dans cette série, c'est qu'elle relève vraiment un défi qui est de nous tenir en haleine sur des parties d'échecs, ce qui a priori n'est pas gagné. C'est pas du tout spectaculaire en fait, une Non, pas partie du tout. d'échecs. Et puis, a fortiori, quand on n'y joue pas, donc ce qui est mon cas. Ce qui est le cas de tout le monde ici, je crois. Voilà. Voilà. Et ça, elle le fait, c'est vrai, cette série sans éluder les parties, soit par exemple par des ellipses temporelles, même si elle le fait un petit peu. Elle recourt pas non plus à d'autres formes d'esquive. Au contraire, on prend le temps ici de suivre le déroulement des parties avec des moments d'accélération, des moments plus longs, qui participent d'ailleurs des stratégies des joueurs pour déstabiliser leurs adversaires. Il y a des moments assez drôles où on voit par exemple que certains font exprès de bâiller effrontément, tapent du pied, se lèvent, ce qui rend je trouve les parties très captivantes et en même temps tout à fait crédibles. Alors il faut peut-être préciser qu'elles le sont parce que c'est des parties réelles qui ont été inventées spécialement pour la série par 2 spécialistes, dont Garry Kasparov, quand même. Et donc les comédiens ont eux-mêmes appris à jouer, ce qui permet justement d'éviter un certain nombre de gros plans et de coupes sur les mains. Alors ça peut paraître un peu absurde, mais il y aurait pu y avoir des doublures pour ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une manière spécifique d'attraper les pions, de les déplacer, de les substituer. Il y a une dextérité, une fluidité que n'ont pas des amateurs. Hein. Les professionnels ont un jeu particulier. Donc, en tout cas, c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Le dire, du coup, pour le coup, ça rend les choses spectaculaires. Et on les voit, il y a des coupes coupes sur les mains, mais on voit aussi les joueurs en buste, je veux dire, avec leur regard et leurs mains. Donc on se retrouve, en tout cas ce qui est mon cas, à être passionné par les échecs, du moins le temps de la partie. Après, je ne sais pas si je demanderais un cadeau pour Noël de jeu d'échecs. Ce qui doit être le cas de beaucoup en ce moment, je pense. Oui, c'est ça. Peut-être, effectivement, oui. Susciter des vocations. Et ce qu'il y a aussi, je trouve, d'intéressant, c'est que le contexte qui est celui de la guerre froide et de la révolution culturelle des années 60-70, il reste un hors-champ assez lointain dans la vie de Bess, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, de fait, incarne une forme d'émancipation féminine, puisqu'elle s'impose dans un milieu qui est essentiellement masculin et donc misogyne. Et ça participe de la dimension féministe de cette série qui se joue à plusieurs niveaux, qui est jamais surajoutée, je trouve, à l'intrigue, et notamment dans le fait que Bess, elle s'affranchit très vite des assignations de genre. Par exemple, alors je ne pense pas divulgacher quoi que ce soit en disant qu'elle jette une poupée à la poubelle et en même temps, elle adore être coquette dès qu'elle en a les moyens. Les habits. Voilà, elle s'achète des vêtements. Elle aime aussi, on la voit danser sur une musique rock. Donc c'est un personnage qui reste très complexe et qui déjoue en fait à chaque fois ce qu'on peut craindre, ce qu'on peut anticiper. Par exemple, Lucille, vous parlez de sa relation avec sa mère adoptive et elle se retrouve dans une forme de complicité sans jamais la juger parce qu'elle est aux antipodes finalement de sa propre vie. C'est quelqu'un qui a joué le rôle de la femme au foyer malgré elle en fait, ça lui a été imposé finalement par le monde, par son mari aussi. Donc à plusieurs moments comme ça, je trouve que c'est intéressant parce c'est vrai austère, mais elle est aussi magnétique par exemple.
Il y a quelque chose qui est quand même dommage dans ces séries Netflix, c'est qu'il y a une forme de complexité. Bon, on parlait du personnage, de la manière d'envisager ce personnage féminin, aussi la manière de filmer avec beaucoup d'exigences les parties d'échecs, et pourtant, tout reste noyé dans une espèce d'esthétique un peu le vintage à la Netflix, donc tout est très jaune, tout est très vert, les costumes n'ont jamais été portés, enfin, ça se voit que c'est en studio, que tout ça est très artificiel. Et je me demandais si c'était fait exprès, parce que quand même, là, on a un niveau d'élaboration, de réflexion narrative, de réflexion de mise en scène qui est assez élevé. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Olivier Joyard, ces couleurs en particulier qui plombent un peu l'objet? C'est compliqué de répondre à cette question parce que effectivement, non mais parce qu'il y a cette sensation que j'ai eue en voyant la série, qu'il y a quelque chose de presque qui passait tout seul. C'est-à-dire que c'est comme si ce personnage qui est quand même une rebelle, ou en tous les cas quelqu'un d'extrêmement singulier dans un milieu misogyne, une femme, toutes ces choses qui sont des marqueurs, je dirais, puissants, dramaturgiques, même presque politiques, sont dans une sorte d'habillage qui un peu passe partout, quoi. C'est ça qui est très très étonnant en réalité, c'est que sur un personnage coupant, la série ne l'est pas vraiment, quoi, formellement. C'est quelque chose que je ne sais pas si c'est lié vraiment à une esthétique Netflix. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai que quand on compare à certaines séries HBO d'aujourd'hui, on peut aussi penser à ça. Donc c'est pas peut-être que Netflix a essaimé en fait dans tout le monde sériel, mais j'ai cette impression, effectivement, je reste un tout petit peu sur ma faim, c'est-à-dire que l'ambition de la série n'est pas accomplie complètement. Je sens pas beaucoup de danger. Il y a quelque chose d'assez, comme on dit, je sais pas, en marketing, je crois, de packagé, quoi. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un bel objet enrubanné, dont on sait à peu près ce qu'on va voir à l'avance quasiment. C'est très étonnant, quoi. Donc effectivement, je reste parfois un peu perplexe. Là, ça fait presque 10 jours que j'ai vu la série et je me rends compte qu'elle s'étiole un peu dans ma mémoire. Sarah a l'air meilleure. Bah, j'ai pas été, effectivement, il y a une esthétique qui est très léchée, c'est très produit, c'est très, fini. Mais, bon, alors je trouve que ce qui prend quand même, le pas, c'est l'immersion dans l'état, dans la psychologie de ce personnage principal. Donc, non, je sais pas, j'ai pas trouvé, effectivement, peut-être que c'est, d'ailleurs, il y a quelques je dois dire, il y a des choses qui m'ont, un peu sauté aux yeux en termes de mauvais goût au début de la série qui est, alors on le voit dès le premier épisode, elle rentre dans les échecs en prenant des anxiolytiques qui lui font voir au plafond, lorsqu'elle s'endort, un jeu d'échecs à l'envers, ce qui est d'une kitscherie absolue. Et bon, après, ça devait être sans doute difficile de mettre en scène ce qu'est le fait de visualiser, parce qu'on voit plusieurs scènes comme celle-ci où elle parle avec ses amis et ils peuvent faire des parties d'échecs sans plateau d'échecs, juste de mémoire et mentalement. En nommant les cases, c'est En 3, nommant les cases, qui est quand même E8. assez impressionnant. Bon, c'est un procédé qui est assez maladroit, qui revient 2 ou 3 fois dans la série, qui est un peu regrettable, mais je ne sais pas quelle aurait été l'option, en fait, la possibilité. Comment figurer ça? Comment mettre en image? Est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas. Pas facile, en tout cas, à mettre en scène une série autour des échecs. Le jeu de la dame, il réussit quand même pas si mal. C'est 7 épisodes et c'est disponible sur Netflix. France Culture, la critique, Lucille Como. Dans quelques instants, nous parlerons de la saison 4 de Fargo, mais tout de suite, c'est le coup de cœur d'Olivier Joyard pour une série britannique, This Way Up, sur Canal+. Et oui, la série dont je voudrais parler aujourd'hui m'a vraiment touché au cœur, hein. C'est une de mes préférées cette année et elle incarne ce qu'on a toutes et tous constaté depuis assez longtemps, si on s'intéresse au sujet et aux séries, c'est un certain génie anglais de la télé, quoi. Enfin, il y a vraiment une façon de mélanger les genres, d'avancer avec une ambition énorme sans forcément en faire des tonnes, de proposer des portes d'entrée qui sont très originales vers des mondes balisés en réalité. Alors je dis anglais, j'aurais pu aussi ajouter irlandais puisque la créatrice de This Way Up, qui est aussi la comédienne principale, elle est née à Kildare, qui est à une 50aine de kilomètres de Dublin. Elle s'appelle Aisling Bea et elle s'est faite connaître notamment à travers ses spectacles de stand-up. On peut voir certains sketchs sur Netflix. Et elle a joué dans une série avec Paul Rudd qui s'appelle Living Yourself. Mais là, c'est la première fois qu'elle se retrouve seule aux commandes, même si elle est épaulée par celle qui joue sa sœur dans la série et qui est aussi la productrice, qui s'appelle Sharon Horgan. On l'a vue dans Catastrophe, qui était une très belle série sur le couple. Mais dans This Way Up, il y a vraiment ce charme des premières fois.
une détermination et une fragilité que je trouve bouleversante, une intimité dans l'histoire qui est racontée. C'est une trentenaire londonienne, sans enfant, sans mari, sans petit ami, qui sort d'un épisode dépressif. Donc ça commence de cette manière. Et les 6 épisodes montrent comment Anya, l'héroïne, tente de retrouver une vie supportable. C'est aussi simple que ça, et c'est comme nous toutes et tous en ce moment, d'une certaine façon. Et ce qui pourrait être plombant ou platement narcissique, je dirais, est en fait très subtil, parce que Aisling Bea, elle utilise d'abord l'humour comme bouclier. La série est une vraie comédie, c'est une comédie de dialogue, de paroles, où cette femme s'apitoie sur son sort, elle va voir une voyante, c'est une scène vraiment assez hilarante. Elle essaie de draguer vaguement le père d'un élève dont elle s'occupe parce qu'elle est prof de langue. Mais rien n'est souligné. La série ne fait pas des grands gestes dramaturgiques. Elle avance vraiment, je dirais, à contre-courant. Alors, pour le coup, par rapport à La Dame de cœur, c'est un peu l'inverse, hein. C'est une chronique modeste, mais vitale, où tout est sous-tendu par la quête de l'héroïne qu'on pourrait définir comme ça, disons, déjà en accord avec son métier, simplement reprendre la parole, exister à travers la parole, et ensuite tenter de vivre avec la douleur. Donc il y a une mélancolie très puissante en fait qui surgit sans prévenir comme ça, dans la comédie, dans la drôlerie. Je pense à ce moment où Agne évoque son père mort en partant de chez sa voyante, comme ça sur le pas de la porte. Alors vous me direz peut-être ou pas, mais qu'on pense à Fleabag, hein. C'est la grande série féminine à la première personne de ces dernières années. Et d'ailleurs, Aisling Bea et Phoebe Waller-Bridge, qui est la créatrice de Fleabag, se connaissent et s'inspirent mutuellement. Mais This Way Up parvient vraiment à tirer le meilleur de cette proximité, de cette sororité, je dirais, parce qu'elle n'imite rien, en fait. Elle reste la vision unique d'une femme qui nous montre en direct ses accidents. Et l'intensité s'accentue au fil des épisodes. Les 2 derniers sont d'ailleurs vraiment fulgurants. Enfin, c'est vraiment parmi les plus beaux que j'ai vus depuis très très longtemps. On entend notamment cette phrase de Frida Kahlo qui est citée par le personnage principal. « J'ai voulu noyer mes peines, mais ces saletés ont appris à nager ». Donc les vannes sont jamais loin de la tragédie. Donc voilà, Lucille, je vous conseille de voir absolument This Way Up, qui accomplit beaucoup presque sans en avoir l'air. Et ça, c'est assez intéressant. This Way Up sur Canal+. Merci beaucoup, Olivier. France Culture, la critique, Lucille Como. Dernier sujet au programme de cette critique, la saison 4 de Fargo. Alors Fargo, au départ, c'est un film des frères Cohen sorti en 1996. L'histoire d'un vendeur de voitures qui fait enlever sa propre femme pour toucher l'argent de la rançon et de l'enquête policière qui s'ensuit. Une mécanique noire, cruelle et burlesque, un film culte depuis. La série Fargo se tient dans un rapport singulier avec ce modèle. Elle n'en est pas l'adaptation, mais s'inspire de motifs, de tons, de registres et de formes narratives. You sure about this? You remember what happened to the Irish? Italians, they're the past. We're the future. They just don't know it yet. We're the goddamn Roman Empire. Hey! Well, for years and years. What the devil are you two up to? They say that money has been Being outlaws. the root of all evil to a lot of men. Girl, you got a panty on your head. If a man's pud need a tug, would this be the place for said tugging? You got a funny way of talking. I'm from Minnesota, land of 1,000 lakes. Up and down this road I go, skipping and a dodging from a 44. Up and down this road I go, skipping and a dodging from a 44. Jack the rabbit, oh Jack the bear, won't you line it just one hair? Jack the rabbit, Jack the bear. Dans la 4e saison de Fargo, créée par Noah Hawley, nous sommes à Kansas City, à l'hiver 1950, au milieu d'une guerre de mafia. Les Italiens contre les Afro-Américains. S'y trouve intriquée l'histoire d'une famille mixte, d'un duo de braqueuses évadées de prison et d'une infirmière empoisonneuse. Sarah Hiller-Meyer.
Alors, normalement, j'aime les saisons de la série Fargo. Là, je dois dire que j'ai été particulièrement déçue. Je trouve qu'elle est en fait décevante à quasiment tous les niveaux. Mais Ça commence bien. alors, sur le papier, c'est intéressant puisque l'enjeu de cette saison, comme c'est énoncé tout au long de la série, c'est de montrer que pour bénéficier d'une ascension sociale aux États-Unis, quand on vient de population immigrée, il faut en passer par la case criminalité organisée. Ce qui expliquerait, comme on le voit en préambule, le lien entre les différentes vagues migratoires et les différentes mafias qui se sont succédées, donc juives, irlandaises, italiennes et puis enfin afro-américaines. Alors le problème majeur de cette série, c'est que, en tout cas selon moi, cet enjeu il est rendu complètement illisible du fait du moins pour les 4 premiers épisodes, par la multiplication des intrigues et des personnages secondaires qui rendent, je trouve, le récit difficilement compréhensible. Le fil narratif est constamment dérouté et interrompu, ce qui fait qu'il y a peu de tension dramaturgique, du moins au début. Les seules fois où cet enjeu politique et historique, social revient sur le tapis, c'est sous la forme de tirades et de monologues un peu lourds, je trouve, et didactiques, qui tombent comme des cheveux sur la soupe. Et à mon avis, ce qui explique cet aspect un peu informe de cette saison, c'est que le réalisateur du moins, il semble avoir voulu cocher toutes les cases des sujets politiques du moment. Alors, il y a évidemment le racisme, la condition noire avec le gang afro-américain. Il y a les minorités sexuelles avec le couple de lesbiennes hors la loi. Le sexisme et la misogynie avec l'infirmière psychopathe, qui d'ailleurs donnerait presque raison aux antiféministes, ce qui est quand même assez, je trouve, regrettable. Et ça donne lieu au final, enfin, c'est mon impression, à une sorte de pot pourri qui a vouloir tout aborder, ne raconte rien et survole tout, à commencer quand même par la mafia afro-américaine des années 50, que je ne connaissais pas, et je crois qu'en Europe, c'est le cas pour beaucoup de gens, peut-être pas aux États-Unis, mais ici, oui, ce qui était quand même un véritable sujet, mais il est survolé, et ça donne tout simplement envie, enfin moi c'était mon avis, enfin mon envie c'était d'arrêter la série, d'aller regarder un documentaire, ou d'aller me documenter sur Internet sur cette réalité sociale et historique. Je vais donner la parole à Olivier, mais sur le racisme, vous dites le racisme, mais il y a quand même des racismes, et justement ça, pour le coup, ça peut complexifier la question, c'est-à-dire qu'on voit bien que la communauté italienne n'est pas traitée de la même manière que la communauté afro-américaine et qu'il y a une rupture franche entre toutes ces mafias, c'est-à-dire que la communauté juive, puis la communauté irlandaise, puis la communauté italienne, c'est une chose. La communauté afro-américaine, c'est autre chose. Bon, je ne vais pas défendre tout de suite. Olivier Joyard, à vous sur Fargo. C'est intéressant ce que vous dites, Lucille, parce qu'en fait, il y a le premier épisode est celui qui m'a le plus intéressé dans ce que j'en ai vu. C'était les 2 tiers de la saison à peu près, j'ai vu, qui n'est pas terminé en diffusion d'ailleurs. Tout à fait, il y a 8 épisodes. 8 épisodes il y en a sur 11 au total. Voilà, c'est ça. Et dans cet épisode 1, il y a une sorte de... Enfin, les premières minutes passent plusieurs décennies où on voit comment les clans se sont succédés, comme vous en parliez récemment, les Juifs, les Irlandais, les Italiens, les Afro-Américains. Et il y a ce rituel entre les clans criminels qui est de s'échanger des enfants. C'est-à-dire que, du coup, je crois que c'est Juifs et Irlandais qui échangent des enfants. Et ensuite, chaque fois qu'il y a un de ces enfants qui est élevé dans une autre communauté classienne. Donc, il y a presque, et c'est quand même une ambition assez énorme, c'est une sorte de métaphore du melting pot, d'un certain point de vue, qu'on est en train de réaliser, et de voir devant nos yeux. Et en même temps, quelque chose qui est à la base vicié, puisque comme c'était dit juste avant, ce qui se transmet d'abord en Amérique, c'est la violence. C'est-à-dire l'histoire à laquelle on a le droit d'appartenir quand on est une minorité, c'est celle de la violence. Et ça, je suis... Comment dire la série et cette saison-là s'intéresse pour la première fois à ça, enfin disons à l'intérieur de ça, parce qu'avant il y avait toujours des kidams qui se retrouvaient malgré eux embarqués dans une sorte d'engrenage de la violence dont ils n'étaient pas vraiment responsables, et là on est à l'intérieur du système mafieux, quoi. C'est vraiment ça dont parle la série, et c'est vrai malheureusement que à partir du moment où on a fait ce constat, c'est-à-dire l'ambition de la série, la façon dont elle se raccroche à une histoire des fictions aux États-Unis, qui est un peu l'histoire américaine basique, je dirais, et même la plus belle. Enfin, il était une fois en Amérique, Le Parrain, tout ça. On pense à ça en réalité quand on voit cette saison. Ça peut, disons, être noyé dans une forme. On se demande un peu si c'est un pastiche ou pas. En fait, c'est ça qui m'a un peu interrogé. Sarah Hiller-Meyer, sur peut-être l'esthétique de la série qui reste quand même assez bien
fidèle au film et de ce point de vue très mise en scène, avec un travail sur la photographie, sur la musique. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, moi j'ai trouvé là pour le coup que qu'il y avait une stylisation un peu trop clinquante qui va en mettre plein la vue, mais qui n'arrive pas à masquer la pauvreté, je trouve, au final des enjeux. Je trouve qu'aussi quand même il y a une surenchère de tics formels, comme par exemple l'usage du split screen, ce qui est donc l'écran divisé. Il y a aussi un usage, il me semble au début, alors peut-être que je vais rêver, mais du jazz, systématiquement quand les gangs afro-américains interviennent dans l'action. Donc je trouve ça un peu aussi dérangeant. Après, je trouve qu'il y a une chose qui est très décevante aussi, c'est que l'humour noir dans Fargo, et qui inspire donc cette série, cette saison, il passe par un comique de situation qui vient du fait, comme l'a dit un peu Olivier, que certains personnages en fait s'empêtrent dans des situations inextricables qui les dépassent du fait de leur cupidité, mais aussi de leur bêtise. Là, l'humour, il passe pas du tout par là, parce que c'est complètement, au contraire, ça devient totalement anecdotique. Au final, certes, le récit se condense au bout du 5e épisode, mais ça devient plus qu'une guéguerre entre clans. Ça aurait pu être afro-américain, irlandais, juif, peu importe. Et donc l'humour, il passe par la caractérisation des personnages, qui, à mon avis, est trop bâclée, sommaire. C'est des personnages outranciers qui se réduisent à des gimmicks très agaçants, comme par exemple le policier qui tape 15 fois à la porte avant de l'ouvrir, l'infirmière qui marche à tout petits pas, les fesses en arrière. Donc en fait, à mon avis, ça... Peut-être une dernière chose, c'est que Fargo, là où c'était assez fort, comme d'autres films des frères Coen qui inspirent cette saison, c'est dans le fait d'aborder des faits divers qui ont une valeur, qui sont symptomatiques en fait d'une société, et qui donc de fait ont une ampleur sociale et historique. Alors que là, je trouve que en voulant frontalement avoir cette dimension-là, en fait, ça rate et ça devient justement en fait assez anodin et anecdotique. Je me demande en vous écoutant si on n'aurait pas le même type de réception du film Fargo s'il sortait aujourd'hui, parce que ce que vous décrivez, ça me fait quand même beaucoup penser au film des frères Coen. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette saison 4 de Fargo, mais on n'a malheureusement plus le temps. Elle est diffusée. Oui, quand même, il y a Chris Rock, Ben Whishaw. Allez, en 2 minutes, on les cite. Jason Schwartzman. Ouais, tout à fait. Qui est formidable. Diffusée sur la plateforme Salto, vous pouvez y accéder gratuitement pendant un mois. Je dis ça, je ne dis rien. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Sarah Hilaire-Meyer, et merci beaucoup Olivier Joyard. À la préparation de l'émission, c'est Taïssa Touendoy et Boris Pinault. À la réalisation aujourd'hui, Marie Placet, et à la technique, Julien Calvas. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, et vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi prochain, vous retrouverez bien sûr Olivia Gesbert et La Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera une totale musique avec les albums de Dominique A, Bertrand Chamaillou et Dirty Projectors, et puis un opéra en streaming, Hippolyte et Aricie.